Je crois qu'on peut commencer. Oui, les gens sont arrivés. Mais bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette conférence. Le thème cette année de la fête de l'anglais, c'est s'autonomiser grâce à l'anglais. Euh, Moi-même et Ahmed, on va se présenter, on va vous dire qui on est, mais voilà, on travaille nous sur la thématique, on vous présente quelque chose pour s'ouvrir au monde grâce à l'anglais. Et moi, j'ai envie de dire, et aussi en apprenant l'anglais, parce que ça va de pair. Euh, donc le but est de vous montrer un peu finalement toutes les possibilités de vivre des expériences différentes pour apprendre l'anglais, mais aussi grâce à l'anglais, d'où l'importance de cette langue. On y reviendra. Euh, je me présente brièvement, moi Juline Lechko, je suis journaliste, je travaille à Studirama. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de l'orientation et de l'enseignement supérieur. Donc, je vais vous parler de sujets que je connais assez bien et que malheureusement, je n'ai pas pu suivre. Ahmed vous le dira, lui, il a pu faire des expériences Erasmus. Moi, sachez que ça a toujours été un grand regret de ne pas pouvoir le faire parce que j'ai fait mes études et puis j'ai commencé à travailler pendant mes études. Je commençais déjà à écrire. Et quand on est journaliste, pour se lancer, c'est indispensable. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire ce séjour à l'international dont je rêvais, peu importe la formule. Et c'est un regret que j'ai. Donc, tous les étudiants que je croise aujourd'hui, les jeunes, même mes enfants, je leur dis, voilà, faites-le. Faites-le avant d'être dans l'emploi, de créer, de faire une famille, parce qu'après, c'est pareil, quand on a des enfants, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si vous pouvez vivre certaines des expériences dont on va vous parler, et même si on n'est pas exhaustif, hein, il y a d'autres méthodes, franchement, faites-le. Moi, c'est un de mes grands regrets pendant mes études. Voilà. En tout cas, je sais que c'est des expériences hyper importantes et que tous les étudiants que je croise et qui les vivent et qui témoignent sur studiarama.com, voilà, c'est des choses alors parfois, peuvent ne pas bien se passer. Hein. Des fois, ça peut être compliqué, mais finalement, vous apprenez toujours quelque chose et c'est toujours enrichissant. Ce sont des expériences indispensables. Ahmed, à toi, je te laisse te présenter. Parfait, merci beaucoup Julie. Donc pour me présenter, je m'appelle Ahmed Hassana. Je suis actuellement le président de SN France ou Erasmus Student Network France. Donc c'est une association qui, pour la grande majorité des choses, vous allez croiser, c'est un groupe d'étudiants qui ont décidé d'aider dans l'accueil des étudiants internationaux. Donc comme l'a dit Ahmed, ah, Julie, bah, en fait, moi, j'ai eu l'expérience de pouvoir partir, surtout dans le cadre du programme Erasmus+, donc j'ai pu partir en mobilité une première fois. Ah, ça a coupé? Est-ce ça coupe un petit peu. que On vous arrive à m'entendez bien? comprendre, c'est vrai que ça coupe un petit peu, Ahmed. Ah, pardon. Alors, je disais, bah, moi, j'ai eu l'opportunité de partir 2 fois en Erasmus, donc dans le cadre de mes études, une fois pendant ma licence, où je suis parti à Turin, en Italie, et une deuxième fois où je suis parti à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Donc c'est vraiment une expérience qui est incroyable. Je vous parlerai un peu plus, par la suite du programme Erasmus+, comment vous pouvez rejoindre et ce que vous y gagnez. Mais sachez que c'est une expérience qui est vraiment formatrice, que ça soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Si personne d'autres cultures, ou apprendre une nouvelle langue, c'est aussi une super expérience. On a toujours cette vision où on voit, tous les étudiants qui reviennent de mobilité, la première chose qu'ils nous disent, bah, merci parce que c'est vrai que c'est une expérience qui a vraiment impacté beaucoup de gens et j'espère que vous aurez la chance de pouvoir participer à ce programme et à ce changement de vie. Donc Julie, je te laisse prendre la suite. Merci, Ahmed. Tu as tellement de chance d'avoir pu faire ça, en effet. Je le répète, moi, c'est vraiment un regret que j'ai. Donc, on le disait, l'anglais, c'est vraiment une clé pour s'ouvrir au monde, puisqu'on sait c'est une des langues les plus parlées actuellement. C'est la langue de la communication euh, par essence. Et donc, nous, on voulait vous présenter plusieurs systèmes qui permettent de pratiquer l'anglais. On va parler de l'anglais, puisqu'on est à la fête de l'anglais. Ça peut être valable pour d'autres langues, évidemment, mais qui permettent de le pratiquer
mais aussi du coup de voyager et de forcément vivre des expériences d'autonomie. On apprend clairement la débrouillardise, hein, j'ai envie de dire, quand on fait ce genre de choses. Donc, on va vous parler essentiellement du service civique, qui pour moi est vraiment un système très intéressant. Ahmed reviendra sur Erasmus+, et vous pourrez peut-être aussi lui poser des questions sur son expérience. Deux types de volontariat un peu différents, le volontariat en entreprise et le volontariat tout court. Et enfin, les séjours au pair, peut-être que vous connaissez un petit peu mieux. Euh, le service civique, c'est quoi? C'est une mission d'engagement volontaire, hein, d'accord? C'est vous qui décidez de faire une mission. Donc, c'est au service souvent de l'intérêt général. Ça peut se faire n'importe quand dans les études, c'est-à-dire que vous pouvez le faire tout à fait post-bac. En tout cas, il faut avoir 18 ans. Évidemment, il faut être majeur. Vous pouvez le faire post-bac, mais après un bac plus 2, pendant la licence, etc. Donc, il s'agit finalement de répondre à une offre par le biais d'un CV. C'est des missions qui peuvent durer 6 à 12 mois et qui vous prennent 24 à 35 heures par semaine, donc comme si c'était finalement soit une semaine de cours classique, soit une semaine de travail normal. Euh, et le but est vraiment de travailler. Alors, je suis allée voir aujourd'hui les annonces pour pouvoir vous en parler un peu mieux, hein. Il y a un site évidemment dédié au service civique. Donc les annonces, c'est beaucoup de travail, par exemple, avec les enfants, de l'aide aux devoirs, de la sociabilisation, de l'aide aussi avec des travailleurs handicapés. Mais ça peut aussi passer par l'organisation d'un festival de musique, mettre en place un événement pour une association. Nous, on avait reçu à Studierama une stagiaire qui, elle, était partie faire euh, en Afrique du Sud, un service civique, et il s'agissait de monter une radio finalement d'information. Et elle a trouvé ça super. D'ailleurs, je crois qu'elle y est retournée depuis et qu'elle travaille là-bas. Donc, ça a changé sa vie. Euh, alors, évidemment, on ne peut pas parler de rémunération. J'ai mis rémunération, mais je parlerai plutôt d'une rétribution. Hein. Vous êtes payé à peu près 580 euros. C'est une grille, hein, fixée par le service civique. Après, il peut y avoir des négociations éventuelles selon l'organisme qui vous emploie, évidemment. Euh, Là, toutes les offres que j'ai vues se situaient en France, mais évidemment, il existe la possibilité de réaliser ces missions à l'international. Donc là, je vous parlais de l'Afrique du Sud, où on parle anglais d'ailleurs, mais il y a beaucoup de possibilités. Euh, c'est vrai que je trouve ça super parce qu'en plus, il y a vraiment, on donne un sens finalement à ce qu'on va faire. Parce que, voilà, si vous aimez travailler avec les enfants et que vous voulez aider à construire une école, ou alors si vous êtes plutôt branché écologie, transition écologique, il y a aussi évidemment beaucoup de missions autour de ça par le biais d'associations et d'organismes. Hein. C'est rarement des entreprises, hein, c'est plutôt vraiment en effet des organismes et des associations qui ont besoin d'aide et qui proposent cette possibilité de service civique. Euh, Là, je vous ai donné quelques chiffres importants qui vous montrent l'importance du dispositif. En 2025, l'objectif, c'est d'engager 150 000 jeunes. Alors, récemment, on en a entendu parler dans l'actualité. Évidemment, le gouvernement est à la recherche de financement. Donc, ils avaient un petit peu coupé les budgets du service civique. Finalement, le budget sera de 600 millions d'euros, eh bien, pour aider ces jeunes à trouver des contrats et les rémunérer, les rétribuer. Et je voulais vous dire qu'à l'occasion des 15 ans du service civique, il y a une mobilisation nationale qui est prévue le 12 juin. Et là, vous pourrez voir des volontaires sous le hashtag en mode service civique qui viendront vous raconter soit ce qu'ils sont en train de faire actuellement, parce que c'est quelque chose qui se fait à distance, soit ce qu'ils ont pu faire. Et ça vous donnera finalement un panel de toutes les possibilités qui sont possibles de réaliser en service civique. Ce que j'aime bien vraiment dans ce projet, c'est que ça permet notamment aux gens qui peut-être ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire par la suite. Voilà, ils ont déjà fait, je sais pas, 2, 3 ans d'études, ils hésitent sur la suite, etc. C'est vraiment un moment qui permet de se retrouver, de s'autonomiser et finalement aussi de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on n'aime pas, et ce qu'il est possible de faire. Voilà, souvent c'est quelque chose qui vous permet de mûrir un projet et ça c'est vraiment quelque chose de très chouette. Maintenant, je vais laisser la parole à Ahmed qui va pouvoir vous parler d'Erasmus. Parfait. Merci, Julie. Donc, là, je vais vous parler plus du programme Erasmus+. Donc, c'est maintenant il y a 35 ans, 1900 à peu près 87, si je dis pas de bêtises. Donc, le programme, il permet justement de pouvoir partir à l'étranger pendant ses études
mais aussi vous pouvez partir pour faire votre stage, même parfois des possibilités de volontariat. Il y a tout le panel qui est ouvert. Vous pouvez faire quelque chose pour l'éducation, pour vous former professionnellement ou personnellement sur des sujets. Vous pouvez aussi partir en programme d'échange de jeunes pour encore une fois la formation ou même faire des activités sportives. Donc on a vraiment un laps de temps qui varie entre 2 semaines jusqu'à 1 an pour faire ce programme-là. Il est ouvert pas juste aux étudiants qui sont à la fac, mais aussi au-delà de ça. Donc, le programme, il va nous permettre de partir, étudier dans une autre université, que ça soit en Europe, mais, ça peut même, aller au-delà de ça. Souvent, dans ce cas-là, bah, c'est soit un semestre, soit une année. On connaît, tous au moins une personne dans notre entourage qui a déjà fait une expérience, de ce type-là et donc l'objectif, c'est que ces cours-là, ils sont validés dans votre, université, d'envoi, celle où vous êtes inscrit actuellement. Donc, vous pouvez partir, vous choisissez une liste de cours, auquel vous allez assister pendant votre, semestre ou votre année à l'international et comme ça, bah, vous avez une expérience internationale qui est inscrite aussi sur votre CV. 2e possibilité, c'est justement de pouvoir partir faire un stage à l'étranger, que ça soit dans une entreprise ou une association, parfois des labos ou des ONG qui accueillent, qui sont certifiés Erasmus+, sur le site de l'agence Erasmus+. Et là encore, c'est validé, comme des expériences professionnelles que vous faites pour valider votre cursus. Il y a aussi une possibilité dont on n'entend pas toujours parler, mais c'est les expériences de mobilité courtes. Souvent, elles durent entre 2 et 4 semaines. Elles peuvent être au format physique, donc vous vous déplacez, parfois je sais qu'il y a des expériences qui sont faites, par exemple, en Égypte pendant 2 semaines pour aller, traiter une certaine thématique, hybride. Vous êtes partiellement en ligne, partiellement en présentiel. Si vous avez un certain empêchement et vous pouvez pas partir pour, une longue durée, c'est une très belle option pour pouvoir partir en expérience de mobilité. On va en parler juste après, mais, le programme aussi de volontariat, qui s'appelle European Solidarity Corps ou Corps européen de solidarité, ça rentre aussi dans le cadre du projet Erasmus+, et vous valorisez une certaine compétence, une certaine expérience en partant, entre guillemets «travailler» ou s'engager sur des actions avec, plusieurs types de structures. Très souvent, quand on va parler de mobilité, en général, bah, les gens, ils vont dire: «Ben, non, c'est trop cher», ou justement qu'il faut, bien parler, anglais ou que, non, c'est fait que pour les élites, les gens qui ont toujours 18 de moyenne, ou même nous-mêmes, on peut se fixer des limites en disant: «Moi, je pourrais jamais, je m'imagine jamais laisser tout le confort, toute ma zone de confort dans laquelle je suis pour partir dans un pays où je connais personne, avec personne que je connais de ma famille ou de mes amis». Bah, en fait, je peux vous dire que d'expérience que tout ça, c'est faux. Le programme Erasmus+, c'est un programme qui est fait pour être accessible. Heu, D'ailleurs, si Julie, on peut passer à la slide juste après. On a aussi, des possibilités d'obtenir des bourses de mobilité. Donc les bourses, le pays où vous allez, par exemple, le UK, il aura pas le si je pars au UK, je reçois pas la même subvention que si je partais en Espagne ou au Portugal où le coût de vie, il est un peu moins cher. Donc l'objectif de cette bourse, c'est que ça puisse couvrir quand même une bonne partie de vos frais, que ça soit de logement ou de transport. Il y a aussi des aides, complémentaires, pour les étudiants qui sont boursiers ou boursières, qui sont en situation de handicap ou de précarité. Il y a aussi un point qui est super important et c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est que vous avez pas besoin d'être bilingue. L'objectif, c'est justement d'apprendre sur place, de pouvoir travailler et s'engager, avec la communauté locale pour pouvoir améliorer cette compétence-là et souvent même, il y a des cours qui sont en anglais assez simples dans les universités, d'accueil
et beaucoup d'universités proposent même des cours de langue qui sont gratuits. Ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience et le programme, Erasmus+, c'est pas juste un séjour à l'étranger. On entend toujours que style de vie Erasmus, c'est un étudiant Erasmus. Justement, c'est une expérience que vous allez avoir pour la vie. Comme a dit Julie, bah, c'est une expérience où vous allez apprendre à vous débrouiller dans un autre pays, que ça soit pour les démarches administratives, pour le logement, les transports, même si vous avez de l'aide et de l'accompagnement, mais vous allez devoir faire pas mal de choses par vous-même. Vous allez devenir plus confiant ou confiante, plus autonome, plus flexible dans ce que vous faites en général. Vous allez rencontrer des étudiants du monde entier, vous allez créer des liens qui sont incroyables. Vous sortez un peu de votre bulle, de votre comfort zone, heu, mais vous en profitez aussi un peu indirectement et inconsciemment à développer des compétences en langue, en communication, en organisation, en gestion de projet. C'est des choses où vous pensez pas que vous allez acquérir forcément, mais qui arrivent, au fur et à mesure de votre expérience. Tout ça aussi, c'est des expériences que les recruteurs, ils vont voir sur votre CV. Avoir cette expérience, c'est souvent un vrai avantage. On essaie de le mettre en avant parce qu'on sait que vous avez reçu une expérience qui est marquante et qui est aussi formatrice, pendant votre parcours. Pour vous donner une expérience concrète, bah, moi-même, j'ai vécu, cette expérience de mobilité et franchement, ça m'a retourné. Déjà, le point le plus important, bah, c'est les liens que j'ai pu créer. On me dit toujours: «On a une deuxième famille qui est à l'international». Ils sont répartis sur 5 pays, sur 2 continents, mais on arrive toujours à se voir. Le chose qui nous met en commun, bah, c'est notre, c'est notre partage de la langue anglaise parce qu'on va communiquer en anglais parce que c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Ça nous a un peu appris beaucoup de choses, que ça soit au niveau personnel ou au niveau, professionnel. Savoir gérer notre budget, parce que c'est pas toujours facile. Savoir cuisiner, je vais finir par, finalement ouvrir mon restaurant parce que j'ai trouvé une passion dans ça quand j'étais avec mes amis. À échanger avec des gens qui n'avaient pas du tout le même parcours que moi, mais surtout, j'ai pris connaissance de ce que c'était faire partie d'un groupe. J'ai compris que ma voix, elle compte et que, bah, j'appartiens à quelque chose qui est juste plus grand que ma vie, mon école, ma faculté, ma ville. De s'ouvrir un peu et ouvrir cette bulle dans laquelle j'étais. Et là, depuis, bah, je vois, plein de jeunes autour de moi qui partent, qui reviennent avec, une transformation magique. Pas qu'ils ont changé de personnalité, mais qu'ils ont pu développer, justement beaucoup plus, dans leur personnalité. Ils ont pris conscience qu'ils sont maintenant plus ouverts et ils sont plus préparés à la suite. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, bah, si l'expérience, elle vous tente, sachez que vous êtes pas seul. Il y a beaucoup d'associations qui sont là-bas pour vous accompagner, qui sont là pour vous accompagner à vous préparer. Suffit juste de parler à votre responsable, votre établissement, le service des relations internationales ou les référents de la mobilité. Et il y a, comme je vous ai dit, bah, il y a toujours des associations comme ESN, heu, qui sont là pour vous accompagner sur toutes les démarches, pour vous retrouver, pour préparer votre départ et même vous accueillir quand vous arrivez. Et du coup, parlant d'expérience de volontariat, C'est suite à tout ça, pardon? c'est suite à tout ça, à ces expériences-là que tu as souhaité, devenir président, de SF du coup? Exactement, bah, moi, le premier événement Erasmus auquel j'ai assisté à Torino en Italie, bah, c'était un événement ESN. Donc on est parti jouer, au foot ensemble, on est revenu, j'ai aidé, à nettoyer après un international dinner et ils m'ont juste proposé, ils m'ont dit: «Est-ce que tu veux devenir bénévole?» J'ai commencé mon expérience de bénévolat là-bas. En rentrant, donc à Marseille, je me suis investi à SN, Marseille et SN Aix-Provence et petit à petit, je voyais l'impact qu'on avait en accueillant les étudiants internationaux. Donc j'avais les 2 côtés quand j'étais accueilli et maintenant c'est moi qui fais l'impact sur ces étudiants-là et du coup, ça m'a motivé. Je me suis dit: «J'aimerais bien, continuer à faire plus». Donc avec le poste, justement
président, j'ai vu l'impact qu'on a en parler de la mobilité tout le temps, et en parler avec les institutions, mais aussi avec les études. Et c'est pour ça que j'essaie de motiver le maximum de personnes pour partir en mobilité, quelle que soit la forme de la mobilité, que ce soit avec le programme Erasmus+, ou même on a des jeunes au pair, du woofing, de tout. On accueille des services civiques à l'association. Donc, j'ai pu travailler avec beaucoup de gens à plusieurs niveaux de mobilité. Il y en a qui viennent de vraiment loin, Latine-Amérique, etc., et qui partent aussi là-bas. Mais il y en a qui viennent de juste à côté. Donc, le mix de culture, c'est ça qui me motive toujours. Et c'est pour ça que je me suis engagé. C'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui à ce poste-là. Alors, merci pour ce témoignage qui me donne encore plus de regrets, hein, de ne pas avoir pu vivre cela. Plus tard, peut-être quand je serai à la retraite, qui sait. Euh, autre possibilité, je vais passer sur la slide suivante. Je voulais évoquer le volontariat en entreprise. On l'appelle plus communément VIE, parce que vraiment, c'est peu connu. Moi-même, je ne le connaissais pas très bien il y a encore quelques mois. Et puis, j'ai fait des interviews de jeunes qui l'ont fait. Donc là, c'est géré par Business France. Je vous ai mis l'adresse du site. Il s'agit finalement de postuler vraiment à des offres d'emploi proposées par une entreprise ou une organisation. Là encore, c'est à l'international, hein. Il y en a peu en France. Ça s'appelle volontariat en entreprise, mais ça se joue quasiment vraiment que à l'international. Là, comme vous devenez finalement quelque part salarié, vous avez une rémunération. Alors, j'ai mis un ordre d'idée, 1 400 € net par mois. Là encore, évidemment, ce n'est pas fixe. Cela dépend de l'organisation, ça dépend de l'entreprise. Parce que récemment, j'ai interviewé un jeune qui travaillait en Allemagne et je pense que son salaire était de 2 500 € net, quelque chose comme ça. Alors après, il avait un bac plus 4 ou 5 et ça joue évidemment dans la balance. Mais voilà, ça encore, c'est une histoire de négociation. Il n'y a pas de barème, de grille fixe. Là aussi, la durée est de 6 à 24 mois environ. Et je crois que vous ne pouvez pas faire plus de 24 mois, l'idée étant de laisser la place à d'autres étudiants, évidemment. Donc, comme il s'agit de travailler, là, par contre, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait directement après le bac. C'est plutôt quelque chose qui intervient minimum après un bac plus 2, voire l'idéal, plutôt après un bac plus 4 ou 5. 3, 4, 5, je dirais, parce que eh bien, c'est quand vous commencez à avoir quand même vécu déjà des expériences professionnelles, peut-être même avoir fait de l'alternance, étudier en alternance, que c'est comme une espèce de tremplin finalement. Vous faites ce genre de choses, alors encore une fois, pour une maîtrise de la langue et de l'anglais, parce que ça vous sera indispensable, quel que soit le métier que vous allez faire, mais aussi pour consolider des bases, en fait, des compétences professionnelles, un petit peu comme l'alternance. Mais là, ça se fait à l'international. Donc, encore une possibilité finalement d'aller vivre ailleurs, découvrir une autre culture, travailler avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes codes culturels que vous. Et c'est là la richesse, évidemment, de ce type d'organisme, de possibilités. Je voulais aussi vous parler du volontariat, le volontariat tout court. Là, on n'est plus en entreprise. C'est quelque chose qui se rapproche beaucoup finalement du service civique, un engagement humanitaire ou social. Et là aussi, tous les thèmes sont concernés, et notamment les thèmes actuels, l'écologie, l'éducation, énormément de choses autour de l'éducation évidemment, ou encore l'hospitalité, hôtellerie, restauration, etc. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez quand même trouver une mission qui correspond à votre projet professionnel ou pas, c'est à vous de voir, hein, évidemment, le choix est libre. Par contre, la plupart du temps, ça s'appelle du volontariat. Vous êtes donc bénévole, vous n'êtes pas rétribué, pas rémunéré, ou alors très très peu. Par contre, en échange, évidemment, la plupart du temps, vous avez le logement, le transport, évidemment, qui est prévu, hein, pour vous emmener dans le pays concerné, le logement et les repas qui sont pris en charge. Ça dépend des programmes, mais la majorité du temps, ça se passe comme ça. J'ai encore une ancienne stagiaire de Studirama qui est partie et elle était en Californie. Elle est en Californie actuellement. Elle tient une auberge de jeunesse, en fait. Donc, elle rencontre énormément de jeunes qui, comme Ahmed, ont beaucoup voyagé ou voyagent beaucoup encore. Et voilà, c'est du bénévolat. Du coup, entre deux, elle nous écrit aussi des petits articles. Elle nous a trouvé pas mal de témoignages. C'était super intéressant. Et elle est super contente parce qu'elle était à un niveau bac plus 5. Elle n'avait pas tout de suite envie d'aller travailler. Elle voulait elle aussi profiter et encore rencontrer des gens
et puis peut-être un peu plus maturer son futur projet. Donc, eh bien, elle a fait ça. Et visiblement, ça lui plaît beaucoup. C'est idéal, finalement, c'est idéal pour ceux qui ont, pareil, encore une fois, comme le service civique, un vrai idéal pour, une vraie appétence pour un sujet qui leur tient à cœur, des gens qui veulent se rendre utiles, et alors sans se soucier, des finances puisque ce n'est pas à vous de payer, le loyer, le voyage ou la nourriture. Donc, là, vous profitez, pleinement. J'ai aussi, je crois, une ancienne amie qui est partie faire dans les fermes en Australie. Donc elle voulait visiter l'Australie. Donc elle passe, chaque mois de ferme en ferme. Elle est bénévole, elle aide, à récolter, à s'occuper des animaux, que sais-je, et ça lui permet de faire le tour de l'Australie comme elle en rêvait. Donc, ça aussi, je trouve ça fait rêver. Enfin, beaucoup plus classique, mais non moins intéressant, le séjour au pair. Donc là, le séjour au pair, c'est quoi? Il s'agit d'aller dans une famille d'accueil dont vous allez vous occuper de un, 2, 3 enfants, cela dépend évidemment. Là, la durée, je vous ai mis pareil un ordre d'idée, 6 à 12 mois, mais ça peut être plus ou moins, hein, évidemment. Donc là, vous passez directement par des agences qui mettent en relation les familles intéressées et vous-même. Euh, la rémunération, bien souvent, c'est plutôt une espèce de petite indemnité, mais là aussi, par contre, vous êtes logé et nourri. Selon les organismes, parfois, sur place, vous pouvez choisir justement de faire des cours en anglais. Donc, soit vous êtes logé dans une famille qui a besoin que vous gardiez ses enfants et dans la famille, le père ou la mère est professeur d'anglais. Donc, vous avez des cours en échange et vous devenez bilingue très, très vite. Soit vous pouvez suivre des cours sur place via un organisme quand vous ne travaillez pas euh, à garder les enfants. Donc ça peut être n'importe quand, pareil. Post-bac, il faut être majeur, c'est mieux, et avoir un peu d'expérience avec les enfants. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet encore une fois de s'ouvrir à un autre pays, de vivre carrément dans une famille. Donc là, vous avez vraiment les codes du pays d'accueil, et ça ne se fait pas que dans les pays anglophones. C'est l'avantage, encore une fois, de la langue anglaise qui permet d'aller partout ou presque. Euh, on arrive déjà à la conclusion, mais je vois qu'il y a des questions, donc je vais jeter un œil, savoir. Oui, Marois, tout à l'heure, nous demandait pour le service civique si c'était forcément 6 à 12 mois. Je voulais vous donner un ordre d'idée. Vous allez sur le site du service civique, vous verrez qu'il y a des missions beaucoup plus courtes si vous voulez faire que 3 mois, etc. Donc, c'était un ordre d'idée. C'est vrai qu'en fait, c'est comme un stage professionnel. Le faire pendant 2 semaines, c'est trop court. C'est trop court pour prendre ses marques, etc. Et Ahmed pourra nous le confirmer, j'imagine, mais c'est beaucoup trop court pour prendre ses marques, voilà, maturer le projet, etc., s'acclimater. C'est pour ça qu'on part sur 3 mois. L'idéal étant vraiment 6 à 12 mois, où là, vous êtes vraiment pleinement euh, dans, vraiment inclus dans le pays, dans la culture, etc. Mais en effet, les durées peuvent varier, ça dépend des organismes, etc. Euh, comment s'inscrire au volontariat, on me demande. Le volontariat bénévole, il y a plusieurs sites. Il y en a qui sont spécialisés justement dans les fermes en Australie ou à travers le monde. Il y en a qui sont plus spécialisés sur l'éducation. Je vous invite à chercher sur Internet. Et évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse sur studirama.com. On a de nombreux articles autour de ce sujet, donc www.studirama.com, avec justement, on vous évoque les différentes agences et leurs spécificités, avec des liens vers les agences pour que vous puissiez aller voir ce qu'elles proposent et ce qui vous sera possible de faire. Euh, Pareil, Sandrine me pose la question pour les séjours au pair dont on vient de parler. Là aussi, ça passe par des organismes, puisque là, on parle de familles, d'accueil dans des familles avec des enfants. Donc, c'est beaucoup plus cadré et des agences sont spécialisées. Pareil, je vous invite à aller sur la rubrique Séjour au pair sur studirama.com. On propose de nombreux liens vers différents organismes. Euh, la conclusion, et puis je laisserai aussi le mot de la fin à Ahmed, qui est encore mieux placé que moi, mais les différentes options qu'on vous a proposées, c'est déjà, essayer d'en profiter, mais ça va vraiment vous apporter tout ce qu'Ahmed vous disait, de la maturité, une nouvelle façon de voir le monde, de la débrouillardise. Donc, à vous de choisir celle qui vous est le plus adaptée. Maintenant, on se rend compte que l'anglais, c'est bien plus qu'une langue. Du coup, elle permet vraiment de s'ouvrir sur le monde. Et, euh, et pour développer la confiance en soi, l'autonomie, des soft skills, comme on dit, l'anglais, c'est pas une option, ça paraît juste indispensable. Donc, il y a énormément de possibilités grâce à cette langue et pour l'apprendre. Moi, j'insiste sur les deux côtés. Donc, voilà,
il faut creuser. C'est pas des choses compliquées, les choses, les organismes balisent bien les procédures, donc n'hésitez pas. Ahmed, peut-être, tu veux peut-être aussi conclure parce que toi, tu es bien placé pour nous parler de ça. Bah, non, mais t'as très bien résumé déjà ce que je voulais dire. Je veux pas répéter pour qu'on ait aussi le temps de pouvoir répondre aux différentes questions. Je il y a dans le chat et dans le Q&A. Mais justement, il y a cette indispensabilité de pouvoir avoir juste peut-être des bases en anglais pour pouvoir justement avoir ce petit courage pour dire, OK, je vais prendre cette expérience ou j'aimerais bien juste voir ce que ça me donne. Déjà, penser à l'idée ou le fait que vous soyez là aujourd'hui en train de nous écouter parler de ça, c'est qu'il y a déjà un intérêt à propos de ce sujet-là. Donc c'est déjà une première étape et je vous félicite toutes et tous pour avoir pris cette première étape. Bah là, on va aussi essayer au maximum de vous partager le maximum d'informations, le maximum de ressources. Je sais qu'on a déjà collaboré et je crois il y a aussi ce partage que Sudirama font par rapport au passeport de la mobilité que ESN a créé. Donc c'est un petit PDF de quelques pages qui regroupe tous les sites, dont on vous a parlé aujourd'hui avec Julie, sur tout ce qui est au pair, sur tout ce qui est programme Erasmus+, volontariat, European Solidarity Corps, vraiment le tout pour que vous ayez tout dans un seul et même endroit. Donc on pourra voir aussi pour vous partager ce document-là à l'issue de cet atelier. Mais justement, le plus important, c'est vraiment penser qu'est-ce que vous voulez en tirer de cette expérience de mobilité-là. Qu'est-ce que vous avez besoin de développer et, 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 et penser à aussi regarder les témoignages des gens qui sont déjà partis dans des villes où vous aimeriez bien partir et ce que dont vous allez vous rappeler pendant toute votre vie et vous allez pas arrêter d'en parler. Donc vraiment, je vous encourage fort cette première étape. Toi, Ahmed, quand tu as décidé de partir, tu étais déjà bon en anglais ou le but, c'était aussi de travailler justement la langue? Alors moi j'avais cet avantage de où j'étais bilingue en anglais avant de partir, mais j'ai eu qui sont devenus maintenant mes meilleurs potes, c'est des gens qui parlaient pas du tout anglais, pas un seul mot. D'ailleurs, on se demandait comment ils allaient faire pour suivre les cours à l'international. Dans C'était surtout en Italie, dans ils allaient faire poursuivre, ils parlaient pas italien, ils parlaient pas allemand. Il y a aussi ce point où on peut se poser avec les enseignants et essayer de trouver un moyen pour trouver une solution, comment ça va marcher. Ils avaient les bases, c'est pas qu'ils parlaient pas du tout, mais ils avaient juste les bases. Et justement, en adaptant le niveau des cours avec le niveau d'anglais, en demandant aussi de l'aide supplémentaire, des cours d'anglais gratuits, etc., ces personnes ont pu s'améliorer petit à petit pour pouvoir avoir le niveau suffisant pour suivre les cours et justement passer les examens. Et ils ont validé leur cursus avec cette expérience de mobilité. Et à l'issue de ça, je sais que ils sont investis et la personne est devenue aussi le président de SN Italie 2 ans avant moi, que je prenne moi mon poste. Donc c'est qu'il y a eu une vraie évolution aussi sur ce sujet-là. Et il y a toujours une opportunité de s'améliorer quand on est sur place. Toi, tu es parti 2 fois et justement, on a une question de quelqu'un qui nous demande s'il est possible de partir 2 fois en Erasmus ou est-ce qu'on est limité pour pareil, laisser le budget aux autres puisqu'il y a une histoire de financement, évidemment. Tout à fait. Alors, pour le budget, vous occupez pas. Nous, on essaie de négocier avec la commission et le gouvernement pour avoir plus de budget. Mais c'est possible de partir jusqu'à même 3 fois pendant les études. Euh, ce qui est officiel, c'est que c'est une année maximum
par niveau d'études. Donc, si vous D'accord. faites une licenciée, jusqu'à 1 an, partez en master, bah, vous avez encore 1 an. Si vous partez pendant votre recherche doctorat, bah, vous avez encore 1 an. Parfois, il y en a que je connais qui ont pu se mettre en L3. C'est possible de les séparer. Et c'est même possible de partir même au-delà du programme. Dans le cadre du programme Erasmus+, c'est une fois par 1 an maximum par cycle d'études. Après, il y en a qui partent 1 an dans des établissements, donc 1 an dans un établissement, ensuite ils changent administratif qu'il faudra assumer. À la réponse. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, alors quelqu'un, je pense que c'est par rapport à ton expérience, Ahmed, anglais ou italien, les 2 à Torino, test de niveau avant de partir. Oui, là-bas, tu as parlé, italien ou anglais quand tu étais en Italie? Alors, je parlais pas un seul mot italien. Maintenant, j'ai appris, j'ai rajouté ça à mon catalogue de langues. On m'avait demandé un test d'anglais avant de partir, Test. donc j'avais fait le TOEFL. Mais il y a certains établissements qui demandent un certain niveau d'anglais, un score minimum pour partir. Mais d'expérience, je sais qu'ils sont quand même assez négociables et c'est pas un critère absolu pour tous les établissements. C'est quand même assez flexible. Très bien, ça c'est intéressant. On en revient donc toujours à l'anglais et voilà, ce que permet cette langue, c'est finalement de s'en sortir dans tous les pays et d'échanger avec un maximum de gens. Donc, euh, donc vraiment, enfin, j'ai encore des gens, moi, sur les salons ou lors des forums ou lors des conférences, qui me disent, bah voilà, et mon fils n'est pas très très bon en anglais, est-ce que ce sera obligatoire s'il fait telle formation? J'ai envie de dire, mais quelle que soit la formation, quel que soit le domaine, évidemment, l'anglais, bah, pour moi, aujourd'hui, ne pas avoir ne serait-ce que quelques bases en anglais, c'est vraiment handicapant. Et c'est tellement simple finalement. Alors, vous avez ces projets-là dont on vous a parlé, mais moi, je vois ma fille, c'est en regardant Friends en anglais. Elle s'est refait, je pense, à peu près toutes les saisons 3 fois parce qu'elle est fan. Mais voilà, il y a tellement de possibilités aujourd'hui d'apprendre l'anglais par des biais, j'ai envie de dire, amusants, fun, que, que vraiment, je vous conseille de vous y mettre. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ahmed, merci, tu as mis la ressource, les gens demandaient. Donc évidemment, on vous invite à aller sur le site ESN France, il y a un site aussi Erasmus+, sur studiarama.com, on a énormément de données et d'informations. Euh, Normalement, vous trouverez tout ce qu'il y a dans tout ce qu'on vient d'évoquer, mais en détail. Est-ce qu'on a d'autres questions, Ahmed? Alors, il y avait une petite question qui demandait si on a un logement avec le service civique. Ah. Alors ça, en effet, non, ça dépend. Parce que comme vous avez une rétribution, même si elle est minime, ça dépend. Ça dépend de chaque organisme qui organise le service civique, qui propose le poste. Donc ça, il faut le voir. Parce que souvent, en plus, ils recrutent plusieurs services civiques. Donc en effet, parfois, ils ont un logement à mettre à disposition, etc. Il n'y a pas de règle fixe. Il faut chercher. J'ai retrouvé les questions, excusez-moi. Je suis dessus. Euh, le volontariat. Alors, on parle beaucoup du volontariat, mais même pour le service civique, etc., à partir de quel âge? Bien souvent, comme il s'agit d'être à l'étranger, ça veut dire qu'il faut que vous ayez aussi un compte en banque et que vous soyez décideur finalement de votre vie, que vous soyez votre responsable légal. Donc évidemment, l'âge minimum, c'est toujours 18 ans. Sinon, avant, ça, c'est beaucoup plus compliqué légalement pour les enfants mineurs. En plus, dans d'autres pays, bah, l'âge légal, c'est pas 18 ans. Donc, 18 ans, c'est la base. Tout ça, c'est précisé hein, dans les offres. Parfois, ils veulent vraiment des gens débutants. Parfois, ils veulent des gens un peu plus âgés qui ont déjà des expériences, que ce soit le volontariat ou le service civique. Donc, vous, retrouvez, vous retrouverez ça. Euh, les sites pour partir au pair, j'ai des questions, ben, je vous en ai déjà parlé. Il y a beaucoup d'organismes. C'est pour ça que sur studiarama.com, nous, on ne s'avance pas à vous dire tel organisme est le meilleur. Ce serait vous mentir, on ne le sait pas. Par contre, je vous invite à aller sur les forums. Et puis, il y a vraiment des organismes de séjour au pair qui sont connus depuis longtemps
qui œuvrent depuis 20 ans, 30 ans et qui font partie qui ont des labels. Donc là, vous partez normalement l'esprit tranquille. Le mieux, de toute façon, c'est qu'ils font eux aussi des forums ou des journées portes ouvertes où vous pouvez rencontrer des gens qui organisent les séjours ou des gens qui sont partis, euh, comme Ahmed, et qui du coup peuvent vous parler directement de leurs expériences et vous donner des conseils. Et on nous demande aussi dans le chat, Julie, l'âge limite pour partir en VIE. Ah, alors l'âge limite, en effet, je crois que ça va jusqu'à 29 ans. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Ça ressemble beaucoup, en effet, à tout ce qui est alternance et apprentissage. Pardon, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas l'info exacte et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Bien souvent, c'est C'est effectivement, c'est 28 ans. voilà. Et, souvent, on est dans C'est ces. fin 28 ans, du coup, bah, en dessous de 29 ans, vous pouvez faire un VIE. Une autre question sur le séjour au pair, cette fois-ci. Partir à deux dans une famille, c'est plus compliqué parce qu'on est censé vous loger, vous nourrir. Deux personnes en plus, ça fait beaucoup. Alors après, si c'est une famille nombreuse et qu'il y a cinq ou six enfants à s'occuper, pourquoi pas? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais ça existe peut-être. Euh, on me redemande en fait la liste des séjours au pair. Bah, vous pouvez évidemment chercher sur studiarma.com. Nous, on a des fiches organismes. On ne vous dira pas lequel est le mieux, lequel il faut faire. On vous présentera juste leurs possibilités. Et puis, sinon, vous tapez au pair, hein. Vous tapez séjour au pair dans un moteur de recherche. Vous verrez que les trois, quatre premiers sont toujours les mêmes qui apparaissent parce qu'ils font ce métier depuis longtemps. Il me semble qu'on a répondu à tout. Et oui, deux fois en Erasmus, on a vu, ça peut aller jusqu'à une fois par année. Merci Ahmed. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on n'a pas pu être extrêmement exhaustif, Ahmed et moi, sur toutes les informations nécessaires, mais parce qu'on était limité dans le temps, on vous a donné les grandes lignes. Évidemment, on vous invite à vous renseigner directement auprès des organismes, des associations euh, qui s'occupent de ça et qui gèrent ces choses-là. Voilà, moi j'ai tout dit pour aujourd'hui. Euh, L'anglais, c'est important. J'ai pas d'autres mots. Je ne peux pas inventer d'autres mots. Je pense que c'est primordial et je trouve que c'est quand même une langue fluide et facile. Donc, ce serait dommage de passer à côté. J'en profite encore une fois pour vous dire qu'actuellement, on a un concours justement à l'occasion de la fête de l'anglais avec Cambridge English. On a un concours sur Studirama. Rendez-vous sur le compte Instagram de Cambridge English et de Studirama pour vous faire gagner un ouvrage indispensable pour revoir les bases de l'anglais, mais aussi des hoodies, des super suites à capuche très jolie. Voilà, vous avez jusqu'à ce soir, donc n'hésitez pas. Ahmed, Alors, il y a juste une petite question qui est venue dans le chat maintenant. C'est juste quelqu'un qui demande quelles sont les plus grandes difficultés pour partir en Erasmus+. Euh, Bah, je pense la plus grande difficulté, ça va être la partie de manque d'information et d'accompagnement. Au début, quand on cherche, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Maintenant, je pense l'objectif avec aussi les documents aussi qu'on va partager avec vous, c'est que il y ait plusieurs adresses mail, liens pour les ressources que vous pouvez avoir pour savoir au moins où trouver les informations, à qui s'adresser, les délais nécessaires, les prêts financiers aussi, savoir quelles sont les bourses auxquelles vous pouvez y aller. Une crainte, c'est toujours la crainte par rapport au niveau de la langue, mais ça justement, bah, comme a dit Julie, bah, faut faire cet effort-là sur au moins l'anglais qui est, on va dire, le plus important et qui va vous aider à communiquer avec le plus de monde. Et d'où l'importance justement de l'anglais. Et je suis content qu'on a pu participer à cette conférence avec vous pour vous parler de cette thématique et comment c'est lié aussi à cette expérience de mobilité. Donc, bah, pour moi également, c'était tout. Merci beaucoup, Julie, merci Victoria, merci Gabriel pour l'invitation et merci à vous tous d'avoir participé, avoir posé toutes vos questions et pour votre engagement. merci d'avoir été aussi nombreux à nous Merci. suivre.
d'avoir Merci. été attentif à ce qu'on vous a dit. Et puis bonne fête de l'anglais puisque ce n'est pas terminé. La journée continue. Merci Julie, Merci. merci Ahmed et puis à tout à l'heure pour les autres sessions. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.